Salut tout le monde, on est de retour pour un petit débrief GF38 et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je souhaite la bienvenue et un grand bonjour à Kevin. Kev, comment ça va? Salut Fred, salut à tous. Bah écoute, ça va bien froidement, mais ça va. Après une victoire dans le week-end, ça va toujours bien. Tu me disais en off avant l'émission que tu n'avais pas de pluie, parce qu'au moment où on enregistre cette émission, donc on est mardi matin à Grenoble, on a un temps qui est peu reluisant avec beaucoup de pluie. Toi, tu as du froid, mais pour l'instant, pas de gouttelettes à l'horizon. Ouais, c'est ça. Pas de pluie à l'horizon dans le sud, mais du vent et du froid. Donc voilà, mais écoute, hein, on a l'habitude maintenant, c'est comme ça. Et bah, donc, le fait de parler du GF38 va nous apporter un peu de soleil et de bonne humeur, Kev, j'imagine. Que tu as vu le match, bien évidemment, que tu as apprécié le résultat final aussi, bien évidemment. Si vous Oui. étiez dans une grotte, Grenoble a battu Rodez 2-1 et Grenoble est troisième de Ligue 2. Donc, les nouvelles sont plutôt bonnes. Après une petite passe un peu plus difficile, le GF38 de Vincent Aignan est bien reparti de l'avant. Et Kev, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai appelé la première thématique de ce débrief plus 3 points le GF38 sur le podium de Ligue 2. Est-ce que finalement c'est la seule chose à retenir de ce match, qui n'a pas été la meilleure prestation, hein, disons-le tout de suite, du GF38 depuis le début de la saison, mais qui a été une prestation malgré tout solide et satisfaisante sur de nombreux points. Est-ce que tu retiens, toi, principalement le résultat de cette victoire contre Rodez, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué, qui t'ont satisfait, qui t'ont éventuellement inquiété? Non, la priorité à retenir est bien sûr le résultat et les 3 points. Il y a des matchs comme ça dans une saison où tu ne fais pas un grand match, mais il faut savoir les gagner. Et c'est ce qu'on a su faire samedi, donc c'est très très bien. Ça nous permet de ne pas être décroché non plus des deux premiers, même si ça avance très très vite devant. Maintenant, c'est sûr que c'est pas notre prestation la plus aboutie de la saison. Il y a quand même des points de satisfaction, on va en parler tout à l'heure. Mais on prend encore un but, on n'arrive pas à faire ce fameux clean sheet quand même. Ça fait maintenant je ne sais plus combien de matchs d'affilée qu'on prend au moins un but, même si Brice Maubleu a enfin refait des arrêts décisifs. Mais voilà, j'ai trouvé la prestation, moi, particulièrement brouillonne, notamment techniquement, mais plus des deux côtés. Maintenant, voilà, c'est bien enchaîné. Comme je dis, il faut savoir quand on a des ambitions, savoir gagner ces matchs-là, même quand on n'est pas très très bon. Donc c'est une bonne chose de savoir les gagner, un petit peu comme à Amiens aussi. Et puis il fallait le faire parce que là on arrive à un tournant de la saison, donc c'est très bien. C'est très très bien d'avoir su le gagner, surtout à la maison. Je te rejoins sur la qualité technique du match et notamment de la première mi-temps qui a été compliquée des deux côtés. Alors sans vouloir chercher des excuses aux deux équipes, il a fait froid à Grenoble samedi. Bon, les Grenoblois vont devoir s'habituer hein, de toute façon parce que là on est parti, je pense, pour quelques semaines, voire quelques mois de grand froid sur la capitale des Alpes. Alors comme c'était Ouais, le puis la premier match, pelouse, Fred, ouais, la pelouse, Fred, est quand même en meilleur état qu'à une époque aussi. Donc on est avant on d'accord. pouvait un peu se cacher derrière ça. Aujourd'hui c'est plus trop le cas, quoi. On est d'accord, hein. Bah, pour aborder un peu le début de match justement Kev et peut-être la composition dans un premier temps, alors moi j'ai pas grand-chose à dire, pas de surprise à mes yeux. La seule micro surprise, c'était éventuellement Touraine titulaire, mais avec la période internationale, on sait que Vincent Aignan aime bien, ne pas faire jouer tout de suite les internationaux. Sachant que pour Postolaki et Bamba, il y avait des longs déplacements en fait, contrairement à Touraine, c'est pour ça que j'avais ce micro doute sur Touraine, mais en ce qui me concerne, pas de surprise, c'était l'équipe attendue. Est-ce que toi tu as des choses à redire sur le 11 de départ aligné? Absolument pas, tout est logique, comme toi, hein, on s'attendait à ce que les 3 internationaux ne jouent pas. Maintenant, Vincent Aignan nous a habitués à ça depuis le début de saison. Euh, Peut-être que j'aurais aimé voir Thio un petit peu pour changer, mais bon, il est rentré, il a fait du bien, et puis là, il va avoir, je pense, l'occasion de jouer sur les 2 prochains matchs. Mais sinon, non, c'est vraiment l'équipe classique, l'équipe annoncée depuis le début de saison, avec les joueurs qui se démarquent. Pour les absents, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Touré est toujours absent. Il a repris la course, donc bon, on va espérer, hein, qu'il revienne. Ça fera une solution de plus dans la rotation au milieu du terrain, surtout que son début de saison était plutôt très bon. Tchatchet, bien évidemment, voilà, je le redis pour ceux qui n'auraient pas écouté les précédents podcasts ou qui, vivraient dans une grotte depuis 3 mois. A priori, si on le revoit, ça sera pas avant la toute fin de saison. C'est blessure longue durée pour le défenseur central, malheureusement pour lui. On lui souhaite une bonne poursuite de rétablissement. Eddy Sylvestre, lui, était suspendu un match pour cause de paris sportifs, donc il n'était pas du tout dans le groupe, c'était assez logique. Et je crois que j'oublie personne dans les gros absents, hein. Kevin, dis-moi si je me trompe, mais Isola,
Parce que j'ai Isola pas vu Isola dans le groupe. ouais, qui joue avec la réserve. Après, bah, c'est que le groupe est tout simplement conséquent et qu'il faut faire des choix. Et Isola a joué et a marqué avec la réserve d'ailleurs, qui a gagné 2-0 avec un but de Kpolo aussi, qui n'arrête plus de marquer, ça fait plaisir pour lui. Et avec les grands débuts de Lamine Jarjou, Kevin, avec la réserve. Alors j'ai demandé Ouais. 2-3 infos, le match était à Saint-Genis-Laval, donc je l'ai pas vu. J'ai demandé 2-3 infos, j'attends les retours un peu bah, pour savoir ce qui a un peu valu, puisque c'est un peu l'attraction, on va dire, du match, les grands débuts de Lamine Jarjou. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur qu'est-ce qu'il devient. Bah voilà, il est avec la réserve, hein, donc étape numéro 2, j'ai envie de dire. La première étape, c'était de se remettre en forme. Il n'avait pas joué depuis longtemps parce qu'il jouait plus avec son club au Soudan depuis un petit moment. La deuxième étape, c'est de jouer avec la réserve. Puis pourquoi pas un groupe au moment du match contre Chambéry en Coupe de France, hein, on va voir comment ça évolue. Et Manu Pérez, oui, qui était pas avec la réserve, lui. Alors je l'ai croisé à l'entraînement vendredi au moment de la conf de presse. Il avait une béquille la semaine d'avance, pour ça qu'il était annoncé dans les blessés en Coupe de France. Et il m'a dit qu'il allait mieux. Voilà. Après, est-ce qu'il allait mieux, mais il était encore un peu trop juste pour pouvoir rejouer avec la réserve. Et sinon, avec la réserve, Xantip aussi, Kev, qui était pas là, pardon. Voilà, je savais que j'oubliais quelqu'un qui est blessé du coup, petit coup aussi, juste avant la Coupe de France. Pareil, le pauvre, il avait fait une bonne première à Amiens et malheureusement, on l'a pas encore vu enchaîner. Alors pareil, on espère qu'il va vite revenir parce que le programme là va se compliquer déjà en termes d'adversité, mais aussi en termes de quantité de matchs à disputer au cours des prochains jours. Donc Matteo Xantip, voilà, était l'autre grand absent de la réception de Rodez. Le début de match, Kevin, Je- oui, dis-moi. Juste, je fais une petite aparté, elle me plaît bien quand même, cette équipe réserve. Il y a quand même pas mal de petits joueurs à surveiller. C'est quand même super intéressant. Alors, j'ai pas bien sûr l'occasion de voir les matchs, mais je pense que le groupe est super intéressant cette année et qu'il y a vraiment des joueurs à surveiller pour la une d'ici quelques temps. Alors si tu veux, Kevin, je sais que tout le monde ne lit pas les articles et que souvent on s'interroge sur la réserve. Je peux donner la composition du match de samedi. C'est toujours de dimanche, pardon. Ils ont joué dimanche ce week-end. C'est toujours intéressant. Donc Tu peux. c'était Alain dans les buts, puisque bah, comme Sylvestre Diop a écopé d'un match de suspension pour Paris Sportif, ça permet aussi à Bobby Alain d'avoir un peu de temps de jeu. Dedola, du coup, qui a joué. Dedola, on l'a vu en prépa avec l'équipe pro, qui avait fait plutôt une bonne prépa d'ailleurs, qui joue souvent défenseur latéral, en tout cas piston en réserve. Mayele, qui est un joueur qui était arrivé cet été. De Laval. Ouais, je suis pas sûr que c'était. J'avais un doute justement si c'était Laval ou si c'était plus dans l'est de la France. Je vérifierai, mais en tout cas qui est arrivé cet été. Esteban Strazeri, qu'on a déjà vu faire des groupes en Ligue 2 il y a quelques saisons. Yameogo, bah, vous connaissez. Mangane, pareil, c'était un jeune joueur africain qui était arrivé il y a 2-3 ans, un peu en même temps que Yameogo. Je ne sais plus lequel des deux est arrivé en premier. Donc Jarjou, qui a fait ses grands débuts et qui a joué 62 minutes, si mes souvenirs sont bons. Baptiste Isola, qui a marqué un but. Polo, qui a marqué un but, qu'on a vu avoir quelques minutes de temps de jeu avec l'équipe 1 en Coupe de France. Ben Younes, qui est lui un habitué de la réserve depuis quelques saisons maintenant. Et Zahui, alors Zahui, c'est intéressant, c'est un ancien jeune formé au PSG qui est parti jeune au PSV Eindhoven. C'est intéressant parce que je lui trouve un peu un profil, alors ça va être difficile de comparer, c'est pas les mêmes clubs, c'est pas les mêmes joueurs, mais un peu à la profil de Touraine. C'est-à-dire un mec qui a été formé dans un bon club, tu vois, qui a pas forcément réussi encore à percer, mais qui est un jeune joueur qu'on relance. Il joue beaucoup en plus, Zahui, c'est un attaquant, pardon. Il joue beaucoup ces dernières semaines avec la réserve. Donc quand tu disais des jeunes à surveiller, pardon, je pense que lui peut Intéressant. clairement, voilà, peut clairement faire partie de la liste. Et les entrées en jeu, il y avait Mazzolini, Mbomiko qui joue un peu moins cette année parce qu'il y a eu beaucoup de recrues devant, et Bayo. Pareil, Bayo, c'est un jeune qu'on a récupéré du Havre, qui était en réserve au Havre l'année dernière. Alors lui, c'est la première fois que je vois son nom, si je te dis pas de bêtises, Kev. Donc peut-être, je sais pas si c'était blessé, si c'est juste de la concurrence. En tout cas, je te rejoins. Le groupe est intéressant. Tu vois, il n'y avait pas trop de descente de pro en plus ce week-end. Ouais. Si on considère que Yameogo n'est pas pro, par exemple, il y avait Isola et Alain, du coup, pour les joueurs un peu plus habitués des groupes Ligue 2. Mais ça n'a pas empêché de gagner. Alors, chez l'avant-dernier du championnat, voilà, c'était pas forcément le match le plus difficile. Et pour être tout à fait complet, l'excellente équipe de Cessiné, qui n'arrête plus de gagner elle aussi et qui avait renversé Grenoble la journée d'avant, a gagné aussi. Donc, au classement, Cessiné est premier avec 18 points. Devant Grenoble 17 et Rhône-Vallée 17. Ah, Échirol, c'est plus compliqué, ils ont que 2 points au classement cette année. Je pense que malheureusement, ça va être très difficile pour eux de conserver leur place en R1.
Et la Tour Saint-Clair, pour être vraiment super complet sur les Isérois, ils sont un peu plus bas au classement. Ils ont perdu contre Cessiné justement ce week-end. Ils sont 10e avec 7 points par contre. Donc eux peuvent encore toujours espérer lutter pour sauver, sachant qu'il y aura 3 ou 4 descentes en fin d'année. Voilà, on a été super complet au final. J'aurais dû rajouter un point réserve en fait. C'est vrai que ça intéresse toujours les gens. Mais voilà pour le point réserve. On revient, Kev, si tu le veux bien, à la Ligue Vas-y. 2 et à Rodez. On a parlé de la compo, j'aimerais parler, Kev, aussi rapidement du début de match, parce que les débuts de match d'une manière générale du GF38 étaient un peu pointés du doigt, y compris en interne, y compris par Vincent Aignan, parce que Grenoble avait pris beaucoup de buts sur les entames de match et avait souvent concédé l'ouverture du score sur les derniers matchs. Alors je retire pas ce que j'ai dit, pardon, je confirme ce que j'ai dit sur la première mi-temps que j'ai trouvé effectivement moi aussi brouillonne et peu emballante, notamment offensivement. Par contre, les 10 premières minutes du match des Grenoblois, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai effort dans l'intensité, dans l'agressivité. J'ai en tête, Pressingo. ouais, pressingo, effectivement. J'ai aussi en tête un jaillissement d'Ariel Mendy, voilà, qui a vraiment jailli, c'est le terme, devant son attaquant pour récupérer un ballon. Et j'ai trouvé ces 10 premières minutes conformes avec ce qu'avait dit Vincent Aignan. Alors les Grenoblois ont visiblement changé un peu d'échauffement, ont aussi modifié des petites choses dans leurs entraînements la semaine pour être vraiment au taquet dès les débuts de séance. Et j'ai trouvé là, pendant 10 minutes, voilà, je mets quand même une petite barrière à ce compliment, que pendant 10 minutes, on a vu des Grenoblois qui sont bien rentrés dans leur match. Je sais pas si tu as eu ce même sentiment, toi, vu de la télé. Ouais, je suis en phase avec ça. C'est exactement ce que j'ai dit moi aussi devant la télé. Je dis c'est bien, on fait un bon début pour une fois. C'est marquant. On met de l'intensité, on fait un pressing haut, on a récupéré des ballons assez haut en début de match. Mais ça s'est vite estompé en fait. Après on a vite calé, j'ai envie de dire. Et on a eu du mal à trouver ce deuxième souffle pour aller apporter le danger, mais c'est surtout techniquement où ça a pêché. Il y a eu énormément d'erreurs techniques, on l'a dit, et c'est aussi pour ça que ça a été un peu plus compliqué par la suite. Mais je te rejoins, le début de match a été assez intéressant, assez remballant, et voilà, c'est des choses à maintenir. Alors maintenant, tu dis, voilà, j'ai lu ça aussi, qu'ils ont changé un peu l'échauffement, un peu des choses comme ça. Pourquoi pas? Écoute, on verra ce que ça donne sur du long terme. Mais en début de saison, je trouvais nos débuts de match plutôt intéressants sans avoir eu à changer les échauffements. Donc, je sais pas, c'est peut-être plus dans les têtes ou quoi, mais à voir, à confirmer maintenant sur du long terme. Mais c'était pas mal. Je pense que c'est des choses à essayer effectivement, je suis assez d'accord avec ce que Vincent Aignan aussi a dit. Donc il a parlé effectivement des petites modifications faites et puis il a rajouté, vendredi en avant-match, l'aspect un peu plus mental. Et je pense aussi qu'effectivement, est-ce que inconsciemment les Grenoblois se sont pas dit à un moment donné: «C'est plus facile pour nous de se créer des occasions cette année, donc on a moins besoin d'être focus». Typiquement l'année dernière, tu concédais une ouverture du score, je pense que tu avais 9 chances sur 10 de perdre le match et la 10e chance c'était match nul, mais la victoire en fait tu laissais tomber. Cette année, C'est ça. malgré les nombreuses ouvertures du score concédées, alors à Caen, contre, que je dise pas de Amiens. bêtises, contre Amiens, tu es aussi mené plusieurs fois à Guingamp et tu fais match nul. Enfin voilà, tu vas prendre des points, voire des victoires, même en étant mené au score. C'est quand même très nouveau par rapport à l'an dernier. Est-ce qu'inconsciemment, les Grenoblois se disent pas, bon, bah, quoi qu'il arrive, même si on prend un but à la 8e, il nous reste 80 minutes derrière pour marquer un but. Je pense que ça peut jouer, moi, effectivement, et que c'est une erreur parce qu'au bout d'un moment, bah, le but à la 89e, on arrêtera de le mettre. Pour l'instant, toujours pas, hein. On en reparlera Ouais. sur la fin de match encore contre Rodez qui a été aussi satisfaisante. Mais je pense que c'est plus mental que technique, effectivement, et que c'est des choses pardon, qui vont se corriger ça avec le temps. Et l'entame de match là contre Rodez est plutôt rassurante aussi sur la capacité des Grenoblois à se remettre en question tout le temps, même si les bons résultats sont là, et à continuer à progresser. Je pense que c'est le plus important. Sur le début de match aussi, Kev, moi, il y a un petit point qui m'a semblé intéressant à relever, c'est l'utilisation de Valls, qu'on avait vu très côté droit du coup sur son match à Amiens et qu'il a eu un rôle beaucoup plus axial, notamment sans ballon. Grenoble évoluait beaucoup plus en 4-2-3-1 avec Benet et Rigaud un peu plus défensifs et Valls du coup qui contribuait au pressing très haut dont tu parlais, qui était beaucoup plus derrière, juste derrière Meissaba. Et sur les phases avec ballon, Benet remontait en général d'un peu plus d'un cran et on avait plus un 4-1-2-3 avec Benet sur la même hauteur que Valls, un peu plus à gauche, l'autre un peu plus à droite. Donc deux choses intéressantes pour moi. Déjà au niveau du pressing, ça faisait un joueur de plus qui pressait haut. Et j'ai trouvé le pressing grenoblois et je voudrais tirer mon chapeau notamment à Joseph qui est beaucoup critiqué en ce moment, mais moi je l'ai trouvé super intéressant sur les phases défensives déjà en première mi-temps contre Rodez. Il a fait un gros boulot.
Et quand je dis qu'il fait pas beaucoup de courses, j'ai pas dû voir le même match parce que moi, il est de mon côté en première mi-temps et le travail défensif a vraiment été intéressant. Et sur les phases offensives, bah, ça apporte aussi un peu plus de présence dans la surface. Tu vois, Valls a souvent été à la réception des centres, enfin à la réception, en potentialité de réception, parce qu'on va peut-être en Ouais. parler Kev aussi, mais la qualité des centres a pas forcément été au rendez-vous. Mais en tout cas, sur les situations de centre, bah, on avait souvent trois mecs en fait. On avait par exemple Joseph, Meissaba et Valls, ce qui offre des opportunités en plus. Maintenant, va falloir les trouver, les mecs. Voilà, c'est le gros problème aussi, et notamment côté gauche, et où Ariel Mendy a eu pas mal de situations de centre. Il n'y a pas beaucoup de centres qui sont arrivés à proximité des joueurs offensifs grenoblois. Si, en Donc, tribune ouest et tout, c'était cool. pour le coup, Il y bah, a pas- voilà, il les a moins ratés qu'à certains matchs. Les centres, il y en a un ou deux qui sont ratés, mais ce que je trouvais dommage, c'est que quand t'as trois mecs et que le ballon arrive dans une zone où il n'y a pas de mecs, en fait, c'est un peu embêtant à ce niveau-là. Et pour le coup, pourtant, Mendy, défensivement, il a fait plutôt un match intéressant, mais il y a toujours ce petit problème offensif qui est pareil. Je pense que c'est du réglage, hein, parce qu'on a vu en prépa notamment qu'il avait une qualité de centre. On a vu à Amiens, non, en Coupe de France aussi, pardon, qu'il avait une qualité d'ouverture qui pouvait être intéressante. Maintenant, il va falloir être un peu plus récurrent dans cette qualité-là. Donc voilà pour le petit point Val. Je sais pas si toi, pareil, à la télé, c'est des choses que tu as bien pu voir. En tout cas, on sent qu'il prend plus de volume dans son jeu et que là où à Amiens, il s'était un peu cantonné côté droit à faire des choses simples, on sent une petite montée en puissance de son côté, au moins dans les zones occupées sur le terrain, quoi. Complètement. Bah, c'est quelqu'un, je l'avais dit, hein, lors des derniers podcasts, qui va nous faire beaucoup de bien. Maintenant, il faut qu'il arrive à trouver l'équilibre, j'ai envie de dire, avec Jessie Benet sur le terrain, parce qu'ils ont un petit peu le même registre technique. Théo Val, c'est quelqu'un qui va nous amener pas uniquement une qualité technique, mais qui va nous apporter aussi sa fougue. Tu lui as posé de très bonnes questions à la dernière conférence de presse. C'est exactement comme ça que moi je le vois. C'est quelqu'un qui n'a pas un gabarit impressionnant, mais qui a énormément de fougue, d'agressivité dans le bon sens du terme. À un moment donné, en première mi-temps, je crois, il va aller tacler dans les pieds du joueur de Rodez et tout, très, 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 très bien sans faire faute. Donc voilà, il va nous apporter beaucoup, beaucoup de choses. Il faut bien sûr qu'il prenne un peu ses marques. Il vient juste d'arriver, il n'a pas joué depuis plusieurs mois, mais je le trouve déjà prêt physiquement. En tout cas, il enchaîne et c'est une très, très bonne chose. Donc voilà, il faut que ça continue. Il faut trouver maintenant l'équilibre et les automatismes dans ce milieu à 3, Rigaud, Béné et Valls, qui pour moi est le meilleur milieu de terrain sur le papier qu'on pourrait avoir. Donc c'est une très très bonne chose que les trois jouent régulièrement et ne se blessent pas. Voilà, moi je me fais pas du tout de soucis sur lui, sur son intégration et sur ce qu'il va pouvoir apporter au GF. C'est une très très bonne chose. Je rebondis sur ce que tu disais sur Mendy. Ça fait du mal quand même quand il n'y a pas Touraine, hein. Ça se ressent hein, au niveau de la qualité de centre. J'ai pété un plomb un peu plusieurs fois devant le match. C'était impressionnant. Quand je te dis tout à l'heure, je sais pas si tu m'as compris, que je t'ai dit que les ballons ont beaucoup fini en tribune ouest. Le nombre de ballons qui ont fini derrière la cage sur les centres ou alors pas levés, c'était catastrophique. Catastrophique. L'une des qualités premières d'un arrière latéral aujourd'hui, ça doit être de savoir centrer. Surtout avec les joueurs qu'on a. On a vu que Joseph a un jump exceptionnel à Amiens. Posto, quand il rentre, on sait qu'il a un excellent jeu de tête aussi. On a des joueurs de tête. Il faut vraiment améliorer cet aspect-là du jeu parce qu'il y a un potentiel inexploité assez incroyable. Donc oui, pour moi, ça fait partie des gros, gros défauts de ce match-là. Et c'est assez récurrent même depuis le début de saison. Mendy, donc pas bon du tout là-dedans. Paquiez, c'est très, très moyen aussi. Donc voilà, hormis Touraine de temps en temps qui nous met des galettes, pour moi, il faut vraiment progresser sur cet aspect-là du jeu. Surtout qu'on a des ailiers qui, au final, sont capables hein, de centrer. À Minsbaï, à Amiens, son centre était magnifique, mais on a des ailiers qui sont plus en mode rentrée intérieure finalement. Donc eux prennent Ouais, finalement assez peu de leur couloir, le laissent souvent au latéral, à leur latéral respectif. Donc oui, ça prend d'autant plus d'importance que Mendy, on l'a vu beaucoup monter, et j'ai plus la stat en tête du nombre de centres, mais il y a eu beaucoup de tentatives en fait. C'est le point ah oui, rassurant. Finalement, on arrive à se créer beaucoup de situations, mais comment dire, l'application au niveau derrière. Et quand je te disais moins de tribune ouest, c'est parce que je me souviens de l'an passé où tu avais vraiment des centres qui terminaient au niveau du poteau de corner en fait. Là pour moi ouais. c'était plus comme tu l'as dit des centres un peu trop écrasés ou dans des zones où il n'y avait pas grand monde. Il y en a un ou deux je crois quand même qui termine derrière la tribune effectivement aussi. Donc c'est vraiment plus de l'application, j'ai envie de dire, parce qu'on sait, alors Paquez, je pense que les qualités offensives, il le reconnaît lui-même d'ailleurs le premier, c'est pas forcément son point fort. Je pense par contre qu'Ariel Mendy est en capacité et doit faire surtout beaucoup mieux parce qu'il a eu beaucoup de situations à ce niveau-là. Et je te rejoins, Touraine, l'apport offensif aussi,
On le remarque quand il est là, bien évidemment, mais quand il est pas là aussi, on Surtout sent que quand il est pas ça, là. voilà, ça penche beaucoup moins à droite et il y a beaucoup moins d'opportunités. D'ailleurs, puisque Kev, tu étais un peu dans les top flop joueurs, on peut poursuivre, hein. Moi, je peux te donner rapidement les miens en termes de flop. Brice, enfin, on peut faire si tu veux ça par ligne, comme ça permet de parler un peu tout le monde. Tu l'as dit, Brice, il peut pas grand-chose sur le but qu'il encaisse et il fait ses 2-3 arrêts. On est sur je vais dire un match correct, hein, un bon match, mais il y a rien à lui reprocher sur Je le clairement trouve sur cette dur. rencontre-là. Ouais. Ah, tu Je me te trouves trouve dur? dur, Tu ouais. penses que les Ah ouais. les arrêts rapportent, des choses? J'ai pas souvenir, Ah oui, d'avoir oui, il y en des a. gros après avec Brice Maubleu, faut relativiser. Tu as l'impression des fois qu'il sort des arrêts, imparables en fait et là, pour moi, c'était parable en fait, si on peut dire ça comme ça. Je pense à la tête de Rajo et à l'action de d'Arconte en deuxième mi-temps qui, alors la tête de Rajo, elle est bien mise, mais voilà, il est dans un angle fermé et Brice ferme bien et la frappe d'Arconte est un peu trop écrasée pour être réellement dangereuse. C'est pour ça que je trouve pas les arrêts exceptionnels. Après, j'oublie peut-être quelque chose. Alors, je sais plus ce que c'est la frappe d'Arconte, mais par contre, il y en a un, et je crois, bah oui, que c'est Arconte, qui est dans la surface, qui fait un contrôle poitrine et qui Oui, enchaîne au point de oui, pénalty. on parle pas Celle-là, de la faut se même, coucher mais vite oui. quand même, hein. Oui, oui, c'est vrai. On Faut se parle pas de coucher la très même. vite, celle-là, hein. Et il y a celle-là aussi. Moi, j'en parlais d'une en deuxième mi-temps, mais il y a celle-là. D'ailleurs, l'enchaînement d'Arconte est franchement pas mal du tout Ouais. à ce niveau-là. Mais oui, oui, non, mais je suis même pas sévère, hein. Il fait un bon match, Brice Maubleu. C'est que des fois, il est dans l'exceptionnel, en fait. Et là, pour moi, on est plus sur du bon Maubleu que sur du Maubleu Superman par rapport à certaines parades. Mais ouais, il maintient aussi le score en première mi-temps, alors que c'est plus difficile. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais l'ouverture du score, c'est un petit hold-up hein, quand même sur la première mi-temps, en fin de première mi-temps. Ah oui. Les meilleures occasions et les quelques rares occasions étaient pour Rodez. Et je crois même, c'est pas que je crois, c'est j'en suis sûr, parce que j'avais pris les petites notes. Avant de marquer un but, il y avait eu que 2 frappes côté GF. C'était une frappe complètement anodine en tout début de match de Lenny Joseph. Et c'était une tentative complètement écrasée de ce bail un peu en dehors de la surface. Donc Ouais. les XG, à mon avis, c'était 0,0001 pour le GF38 avant l'ouverture du score. Là, pour le coup, l'efficacité est vraiment revenue côté grenoblois. On regrettait un peu sur le début de saison qu'elle soit pas là. Là, on était presque sur du 100% de réussite sur la première mi-temps. Pour enchaîner, Kev, sur les défenseurs, bah, tu l'as dit, moi, les 2 latéraux, plus Mendy que Paquiez, je dirais pas flop pour Paquiez, mais Mendy flop parce que qualité de centre insuffisante. Et apport offensif, bah, trop limité des 2 côtés, mais ça, on savait. Et par contre, la charnière, grosse satisfaction. Dans mes notes, j'ai été un peu sévère sur, Diarra. Bah, tout simplement parce que j'ai eu le sentiment de voir un peu trop Arconte sur le match et que du coup, bah, j'associais un peu la zone d'Arconte avec Diarra. Après, je me suis aussi rendu compte en voyant le résumé vidéo que bah, sur le but de Rodez, c'est plutôt Monfrey qui est au marquage d'Arconte déjà, donc pas au crédit de Diarra. Donc, mais globalement, très bon match. Diarra marque en plus, un très beau but au demeurant sur un corner de Bonnet. Ça, c'est une satisfaction habituelle, mais on peut quand même relever que la charnière grenobloise, c'est du très très bon niveau, y compris ce samedi. Et peut-être Je encore mettrais de plus la sur certains nuance. matchs. Ouais, ah bah dis-moi, c'est intéressant. Bah moi, mon frère, alors je suis peut-être comme toi un petit peu, c'est un peu le même rapport qu'on avait pour Maubleu tout à l'heure, mais je suis peut-être, j'attends tellement de l'exceptionnel que depuis quelques semaines, je le vois un peu, pas en perdition, mais je le vois moins bon en fait, tout simplement. Je pense que c'est aussi ça qui découle du nombre de buts encaissés du GF depuis plusieurs semaines maintenant. C'est que pour moi, il est en baisse de forme. Je ne sais pas d'où ça peut venir, mais je le trouve un peu moins bon. Déjà en Coupe de France, je l'ai trouvé très, très, très en difficulté face à l'attaquant de Villefranche qui a fait un très bon match, soit dit en passant. Mais ouais, je l'ai trouvé en difficulté dans les duels, notamment aériens. Et là, encore une fois, comme tu le dis, c'est lui qui est au marquage sur le but. Enfin, il fait des bonnes choses, bien évidemment, mais on est très loin pour moi du Monfray de début de saison où il rayonnait et où il était absolument monstrueux et gagnait quasiment tous ses duels. Donc, ouais, pour moi, je mets quand même une petite nuance et c'est dommage. J'espère qu'il va retrouver son plein niveau parce qu'on va avoir besoin d'un Monfray patron pour finir la saison en boulet de canon. Alors attention, hein, je dis pas que c'est catastrophique, loin de là, mais on C'est que était tellement dans l'exceptionnel en fait voilà, avec lui tes que là, attentes sont voilà, forcément c'est élevées bon. derrière, hein. Je Voilà, comprends. exactement. Et Diarra, bah écoute, il plante encore un beau but. Je crois que c'est son deuxième cette saison déjà. Oui, Donc c'est intéressant. Ça, bon, je crois qu'on parlera tout à l'heure des coups de pied arrêtés, donc je vais pas revenir dessus. Mais je le trouve solide. Il revient un petit peu en forme lui aussi après une petite baisse. Donc voilà, il faut que les deux soient au top comme en début de saison en même temps pour avoir vraiment cette défense impeccable qu'on avait. Mais voilà, je me fais pas de soucis, ça va revenir. Mais ouais, petite baisse de forme pour moi, pour Monfray quand même.
Bah, écoute, pour le coup, alors je suis d'accord avec toi sur Villefranche où je l'ai trouvé un peu en dedans et par contre sur Rodez, je l'ai trouvé vraiment du très bon Monfray, moi pour, la peine. D'ailleurs j'en profite, hein, n'hésitez pas à nous donner vos avis aussi à vous, du coup dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur les partages d'articles, des choses comme ça. Et alors une action notamment, alors c'était dès le début de match en plus, alors c'est sur un compte de Rodez, où il est au duel en vitesse avec, je sais plus c'était qui le joueur de Rodez et où, sa pointe de vitesse en fait, m'a surpris. J'ai déjà vu courir vite, hein, mais oui, il a battu en vitesse clairement son adversaire, sachant que les mecs de Rodez étaient quand même vendus pour être, très rapides et que lui il a une façon, alors comment je vais dire ça? Il a une façon, pas bizarre de courir, mais son corps bouge beaucoup en fait. Tu vois? C'est pas forcément super fluide, mais au final, bah, il a mis 2 mètres à son adversaire, il a récupéré le ballon et ça a été un peu à l'image de son match, voilà. C'est, pas forcément toujours très élégant, tu vois? C'est pas bené, avec ou sans ballon, mais je trouve que ça a été super efficace et je l'ai trouvé plutôt très bon, moi, dans les duels ce samedi, à la limite près, effectivement, où c'est lui qui est au marquage sur Arconte, sur le but. Après, bah voilà, hein, si tout est toujours parfait, bah il y a des 0-0 à tous les matchs, donc c'est pas forcément pénalisant pour moi de perdre un duel, même si celui-là a débouché sur un but, mais j'ai plutôt trouvé du bon Monfray. Donc bah n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à nous donner votre avis sur la presta de Monfray. Mais là où je te rejoins, par contre, c'est que des fois, il nous habitue à être tellement très au-dessus de la masse que dès qu'il peut te sembler à toi un tout petit peu en dessous, bah l'écart est forcément important. Sur les Ouais. milieux, bah, je vais être super simple moi de mon côté, j'ai pas de flop. Même Rigaud qui est un peu en deçà du début de saison ne mérite pas d'être un flop pour moi et Valls, bah, voilà, j'ai dit un peu ce que j'en pensais. Par contre en très, 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 très gros top sur le match, j'ai Siboney. Je développe pas plus que ça sur les CPA parce qu'on va en reparler, mais globalement j'ai trouvé que les seuls moments où le GF38 pouvait être dangereux, bah, c'était grâce à lui, quoi. Il a une facilité à bonifier en fait les ballons, à se montrer dangereux. Là en tête, j'ai une action en fin de match où alors l'appel de Postolaki est très bon, mais en fait la passe elle est au bon endroit dans le bon timing et c'est tout le temps ça Benet quoi. En tout cas sur ce match-là, ça a été beaucoup ça. C'est que quand il a le ballon dans les pieds, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de solutions, bah lui il va quand même en trouver une. Et je vais pas dire que c'est son meilleur match de la saison parce qu'il a fait beaucoup de bons matchs, mais voilà, j'ai vraiment été très impressionné par sa prestation. En concernant les milieux de terrain, toi Kev, qu'est-ce qui t'a marqué positivement ou éventuellement négativement? Bah, y a rien négativement maintenant. Je trouve qu'on a plus l'emprise qu'on aurait pu avoir en début de saison. Est-ce que je sais plus si Fred, si t'as les stats de possession de balle sur ce match-là? Je les ai On pas en était sur tête. 56-44, je crois, donc plutôt en Ok. faveur de Grenoble. Ouais. J'avais l'impression, en fait, si tu veux, en début de saison, qu'on avait encore plus de maîtrise, qu'il y avait un peu plus de jeux en triangle, etc., notamment avec Joseph sur le côté. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu perdu, cette maîtrise-là. Je ne sais pas si c'est une volonté de VH de vouloir jouer encore plus vite vers l'avant ou quoi, mais ouais, pas de top, pas de flop non plus. J'ai envie de dire un match bon dans l'ensemble, mais pas non plus exceptionnel. Béné, alors après, moi j'ai pour habitude de revoir 2 fois les matchs normalement. Je t'avoue que celui-là, j'ai pas eu le temps de le revoir une deuxième fois. Je l'ai vu que en direct. Donc j'ai peut-être loupé des actions en tête ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ouais, je suis peut-être un peu moins dithyrambique que toi sur Jesse sur ce match-là. Alors est-ce que j'ai raté des actions ou ça m'a pas forcément marqué sur le coup? Mais lui aussi, il y a des matchs où il m'a semblé un peu plus encore maestro, j'ai envie de dire. Donc, ouais, pas de top, pas de flop pour moi au milieu de terrain, mais par contre, une entente entre les trois qui est très très prometteuse pour moi et qui peut nous faire beaucoup 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 de bien. Après, pour tempérer peut-être aussi mes propos sur Bonnet, le match globalement a été assez pauvre techniquement et du coup, bah, peut-être que sa Ouais, prestation à lui est aussi surévaluée, tu vois, parce que bah, ça a été plus propre que ce qu'ont fait les autres. C'est même probable que ce soit ça, hein. Forcément, quand ça émerge un peu, quand ça sort un peu la tête de l'eau, on a peut-être tendance aussi à surévaluer, on va dire, les prestats. J'ai les stats, Kev, si ça t'intéresse plus précisément. Donc la possession, c'est 55,7% en faveur du GF38. Après, je pense ouais, que si on regarde mi-temps et deuxième mi-temps, ça a un peu plus progressé en deuxième mi-temps, où j'ai trouvé que Grenoble avait un peu plus d'emprise sur la rencontre. Par contre, au niveau des tirs, voilà, c'est un bon exemple, hein. Grenoble, c'est 9 tirs sur le match, Rodez, c'est 11. Donc Grenoble a un peu plus cadré en revanche, mais on sent quand même qu'il n'y a pas. On est quand même loin de la période où on tirait 20 à ouais. 25 fois par match, tu vois, sur les matchs à domicile.
ça diminue même plus que x2 au final. Donc T'as beaucoup moins d'emprise sur le match. voilà, les stats confirment un peu les ressentis. Devant, je mettrais presque un flop d'ensemble en ce qui me concerne sur les 3 titulaires en tout cas. Sbaï, bon, c'est clairement pas sa meilleure prestation. Joseph, j'ai dit le bien que j'en pensais défensivement tout à l'heure. Première mi-temps offensivement difficile. Deuxième mi-temps, il peut finir avec 2 buts par contre, dont son retourné qui est plutôt bien réussi et c'est le gardien qui va chercher. Et il y a une deuxième frappe aussi un peu plus tard dans le match, mais pour moi ça a été le meilleur des 3. Angle fermé? Ouais, angle fermé, c'est ça. Et Meïssaba, difficile. Alors, c'est un constat qui vaut pour ce bail aussi, hein. Quand je parle de flop, c'est un peu sévère. Meïssaba, déjà difficile à être trouvé, donc difficile à exister offensivement sur ce match. Pourtant, il y a des appels, il y a de la présence dans la surface, mais bon, quand il a pas de ballon, le pauvre aussi, c'est difficile à lui de s'illustrer. Et ce bail, là aussi où je vais tempérer un peu le côté flop, c'est que on veut que ce bail tente en fait. Donc, il tente. Quand ça réussit, forcément, ça réussit souvent depuis le début de la saison, ça fait des actions de but derrière. Quand il réussit moins, c'est ce que je disais sur Bamba l'année dernière. J'ai pas envie qu'il se bride en fait derrière. Donc je crois que je lui ai mis 4,5, donc c'est pas une mauvaise note non plus, mais voilà, c'est pas le meilleur Sbaï que j'ai vu, mais c'est pas non plus catastrophique. Et faut surtout pas qu'il s'arrête en tout cas de tenter, parce que c'est ce qui fait la force du GF38 aussi cette saison. Très souvent, en tout cas, des différences un peu indives que lui peut faire. Mais pas de top en tout cas pour moi sur les 3 devant. Et par contre, j'ai bien aimé les entrants dans leur globalité. Ouais. Thio, super remplaçant, voilà, je le dis à chaque fois, mais le mec, tu sens qu'il est à 120%. Pareil, ça réussit pas tout loin de là, mais il a une envie en fait qui fait plaisir. Postolaki, super rentré, sur le but bien évidemment, mais dans le jeu. Je trouve que, tu vois, ce qu'on lui reprochait souvent en début de saison sur un peu le manque d'agressivité compte tenu de son gabarit, je trouve que ça a été bien gommé de sa part et C'est qu'aujourd'hui, vrai. il met un peu plus d'impact dans tout ce qu'il fait. Et ça lui permet aussi de marquer derrière. Et Bamba, un degré moindre que les 2 autres, mais j'ai pas, c'est un peu comme Sbaï, Oh, c'est qu'il tente. Ah, toi, je sens on que tu va n'as pas pas être aimé, content. l'entrée de Ah. Bamba. Je trouve qu'il a pas tenté sa partition habituelle qui nous sert, personnelle, pardon, qui nous sert de temps en temps sur ses rentrées où il veut tout faire tout seul. Là, il a tenté de faire 2, 3 passes, de combiner un peu. Alors, il n'y a pas beaucoup de réussite dans ce qu'il a fait, mais dans l'envie et dans la volonté de tenter des choses intéressantes, je le mets pas en flop non plus. Je le mets pas en réussite parce que il a pas réussi grand-chose malheureusement, mais j'ai pas trouvé l'entrée inintéressante en tout cas. Je te laisse la main sur les attaquants et sur les entrants. Ouais. Alors, Amin Sbaï, bon, tu sais, vous savez tout le bien que je pense d'Amin Sbaï. C'est pour moi techniquement le meilleur joueur du GF. C'est quelqu'un qui peut nous apporter énormément. Je suis d'accord avec toi, c'est pas sa meilleure presta. Par contre, à chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds, on sent qu'il peut se passer un truc en fait. Et effectivement, tu as parlé tout à l'heure de sa frappe en première mi-temps complètement écrasée, mais je ne sais plus avec qui il fait le 1-2, si c'est Oui. je crois que c'est Joseph. C'est Joseph. Il fait son 1-2 avec Joseph. D'ailleurs, les deux se trouvent très très bien et ont l'air de vraiment bien s'entendre. Mais voilà, à chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds, il tente des choses. Alors, soit ça va être des centres, soit ça va être de l'élimination. Il faut vraiment qu'il progresse sur l'aspect finition, sur la qualité de ses frappes de loin et sur les choix, certains choix. Mais par contre, ouais, pour moi, ce mec, c'est titulaire indiscutable parce que à chaque fois qu'il a le ballon, je suis là, je me lève du canapé et je dis, ça y est, il va se passer un truc, quoi. Et moi, c'est vraiment des joueurs comme ça que j'aime voir. Et voilà, donc pas de top, bien sûr, parce qu'il n'a pas tout réussi, mais pas de flop non plus parce que voilà, comme je te dis, à chaque fois qu'il touche le ballon, il peut se passer un truc. Meïssaba, ça serait un petit flop, mais comme tu as dit, il n'a pas été trouvé, donc c'est compliqué d'exister quand on touche pas de ballon. Mais c'est vrai que voilà, il a pas du tout existé sur ce match. Et Lenny Joseph, je te rejoins. Moi, Lenny Joseph, c'est quelqu'un qui est très critiqué, c'est quelqu'un qui marquait peu de buts. Là, je crois qu'il en a mis 2 maintenant là, sur les dernières semaines. Mais c'est quelqu'un qui a jamais ménagé ses efforts. Moi, je me rappelle de son premier match à Saint-Étienne où j'ai dit, putain, mais c'est qui ce mec? Il sort d'où? Il fait des efforts défensifs, il a un cardio à enchaîner les allers-retours. Donc, pour moi, c'est pas un flop non plus. Comme tu l'as dit, en deuxième mi-temps, il a eu 2 opportunités. Bon, une vraiment en angle fermé, très compliqué, mais il a pour lui le fait de cadrer quand même sa balle et se retourner très inspiré avec une belle parade du gardien. Mais il ménage pas ses efforts et pour moi, il faut pas non plus le mettre dans la case flop parce que c'est super intéressant ce qu'il peut proposer par phase. Et on peut parler maintenant des entrants. Alors, Thio, je suis pareil que toi, moi j'adore ses entrées. Moi, à chaque fois que je le vois, je suis très content parce qu'il amène de la vitesse. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé aussi son match en Coupe de France. Pour moi, il mérite de revoir sa chance. Il avait fait un très bon match à Caen en tant que titulaire. Il fait un très bon match contre Villefranche en tant que titulaire. Ses entrées sont tout le temps bonnes. Il mérite d'avoir plus de temps de jeu.
il amène voilà cette percussion, ces dribbles qui passent quand même lui assez régulièrement. Il a une qualité de centre qui est pas dégueulasse non plus, même si ça peut s'améliorer, elle est pas horrible. Donc ouais, j'ai l'impression, comme tu dis, qu'il est à 120%, qu'il mouille le maillot, comme on dit. Enfin, ça c'est la fameuse phrase un peu bateau, mais ça fait plaisir en fait de le voir sur le terrain et j'ai jamais ou très rarement été déçu de ses prestats. Donc bien dans l'ensemble. Posto, Posto, je vais te mettre un top quand même parce que il nous rapporte 6 points sur les deux derniers matchs, quoi. Donc il nous fait gagner contre Amiens, il nous fait gagner là. Comme tu l'as dit, il joue beaucoup plus encore de son corps aujourd'hui, où il arrive à caler les ballons, notamment en fin de match, là où il était seul devant, où il arrivait à caler les ballons pour faire remonter un peu le bloc. Dans l'agressivité, il y est. Son but, là, il est très très beau parce qu'il a la lucidité de se retourner pour se remettre sur son bon pied pour frapper. Donc voilà, Posto, pour moi, là, il mérite d'avoir sa chance en tant que titulaire pour les deux gros matchs qui nous arrivent. Mais Issaba, merci pour l'intérim, merci pour ce que tu nous as fait. Tu n'es pas bien sûr à jeter à la cave, tu auras encore tes matchs et tes minutes pour flamber. Mais là, je pense qu'il est l'heure de refaire tourner et de remettre Posto titulaire pour les gros matchs qui arrivent. Et par contre, je sors mon carton rouge. Je sors mon énorme carton rouge pour la rentrée de Bamba qui a été cataclysmique pour moi. Que des mauvais choix, mais vraiment que des mauvais choix où tu dis qu'il part pas seul, mais à un moment donné, il s'embarque dans des dribbles là au milieu de 4 joueurs, il perd le ballon, on peut se faire contrer derrière. J'ai en tête aussi une occasion où on part en contre-attaque en fin de match, je crois qu'on est en 3 contre 2, je sais pas ce il fait une passe en retrait dégueulasse alors qu'il y a personne. Enfin, il a fait que des mauvais choix pour moi, ça a été une entrée assez catastrophique. Donc, et les entrées, malheureusement, comme ça, se répètent de match en match pour lui. Donc, il va falloir quand même trouver une solution pour Bamba parce que c'est pas en train de s'améliorer pour moi et ça devient assez inquiétant pour lui et pour nous au vu de la valeur marchande. C'est intéressant ce que tu dis sur Bomba, parce que c'est un débat que j'ai eu avec d'autres personnes. Et quand on regarde en fait les stats des entrées de Thio et de Bamba, ils sont quasiment sur exactement les mêmes lignes de stats. Mais vraiment exactement, hein. Je crois même que Bamba est un minimum au-dessus de Thio. Et pourtant sur les impressions, et c'est quelque chose sur lequel, alors moi je suis moins sévère que toi sur Bamba, mais c'est quelque chose sur lequel je te rejoins visuellement. T'as pas le même sentiment, quoi. Tu dis: «Il a tout raté», du coup, je suis retourné voir les stats. Il a, plus de passes réussies que Thio sur le match. Il a 7 passes sur 10 réussies. Alors après, peut-être que les 3 qu'il rate aussi, comme tu le dis, c'est, 3 sur des phases où tu dois la réussir parce que tu es dans une zone clé et sur une action qui peut déboucher sur quelque chose. Mais, Qui peuvent être derrière très dangereuses parce que tu qui peux prendre une contre-attaque juste derrière. qui peuvent être derrière dangereuses, mais tu vois, il a pas tant raté que ça, quoi. Et pourtant, l'impression, elle est, mais t'es pas le seul, hein, elle est diamétralement opposée quand tu juges Thio et Bamba, quoi. Alors, est-ce que c'est vraiment une question d'état d'esprit, de choses que tu tentes, etc. Après, moi, je l'ai dit sur ce match-là, je l'ai vu faire ce que tu dis là sur Bamba. J'aurais pu dire exactement les mêmes choses sur certaines rentrées où je trouvais qu'il était dans l'excès d'individualisme, où il voulait faire la diff tout seul. Et là, sur la passe en retrait, alors je te rejoins complètement sur le fait qu'elle est complètement manquée, etc. Mais limite, j'avais envie de dire, il aurait dû tenter plus sa chance, en fait. Donc on n'est pas sur le même registre de ce qu'on peut lui reprocher en fait. Et je trouve que ce Bamba-là de samedi s'inscrit plus dans un collectif, sans la réussite de ce qu'il a tenté derrière, que le certain Bamba qu'on peut voir avant. Maintenant, lui, c'est sur la durée, et je crois que c'est Yanis qui disait ça, et je suis tout à fait d'accord. C'est aussi qu'on n'a pas les mêmes attentes, ce que tu disais sur Monfray tout à l'heure, on n'a pas les mêmes attentes sur Bamba et sur Thio en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Thio, il répond aux attentes, clairement. Bamba, non, il doit faire. Bon, tu dis que notre meilleur joueur technique, en tout cas, c'est Sbaï. Notre meilleur Ah oui. joueur, d'un point de vue potentiel, est-ce que ça devrait pas être Bamba en fait? Est-ce qu'aujourd'hui Bamba devrait pas être à 5 passes décisives et 3 buts, être titulaire Je pense pas. indiscutable? Sur son potentiel, il devrait être titulaire indiscutable à Grenoble. C'est pas le cas. Joseph fait un meilleur début de saison, Sbaï fait un début de meilleure saison. Mais sur ce qu'il a montré depuis son arrivée à Grenoble, il est capable de, je vais pas dire un pourcentage, mais il est capable de beaucoup mieux en tout cas. Ça, c'est une évidence. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté attente et côté ce que tu vois au final de ce qu'il propose, quoi. Je pense que ça joue un peu aussi sur les appréciations qu'on peut avoir de lui. Pour toi, non, Bamba devrait pas être sur son potentiel, hein, je parle uniquement pas sur ce qu'il fait, sur son potentiel, devrait pas être un titulaire indiscutable au GF38 aujourd'hui? Ouais, mais est-ce qu'on fait des compos sur les potentiels, Fred? Ça, c'est pas Non, non, possible. non, non, la Bamba, compo, pour moi, Lenny Joseph est largement mérite d'être potentiel, d'être titu, Sbaï, je suis d'accord. Mais sur le potentiel qu'il a, c'est-à-dire qu'il l'exploite pas, en fait. C'est, pour moi, la frustration, elle vient de là. C'est que je sais qu'aujourd'hui, si Bordeaux a voulu mettre 3,5 millions sur Bamba, c'est pas sans raison. Bamba, il doit être titulaire d'une équipe de haut de tableau de Ligue 2 aujourd'hui sur son potentiel. C'est d'autant non, mais plus si, dommageable et d'autant plus de sa responsabilité aussi à lui qu'ils ne parviennent pas à le faire.
Mais si Bamba, il y a un problème de concentration, il y a un problème de régularité, de constance, Bamba fera pas une grande carrière, tout simplement, et ça Bien sera tant sûr. pis pour lui. Et Il pourra peut-être s'en mordre les doigts. Et peut-être que c'était déjà le problème en Belgique, puisqu'à Beerschot, quand on va le chercher, je crois qu'il jouait quasiment pas, ou très peu en tout cas. Donc Ouais. effectivement, c'est une chose. Après, c'est pas un joueur qui est très vieux non plus. Il a le temps de se corriger. Bien évidemment, on lui souhaite, mais je pense qu'au final, on est d'accord. C'est que il montre pas ce qu'il devrait montrer. C'est une évidence sur ce joueur-là. Est-ce que aussi on le met pas assez dans les bonnes dispositions? Je pense que ça rentre en jeu, mais je pense qu'à un moment donné, un joueur doit être capable aussi, lui, de se sortir des mauvais pas. Il doit être aidé par ses coéquipiers, par son staff, etc., bien sûr. Mais un vrai bon joueur de football, quand il est en face d'une problématique, il doit être en capacité de trouver la solution aussi. Affiner son jeu, faire des choses plus simples parce que ça passe moins, etc. Je sais pas par quoi ça passe, hein, mais je pense qu'on, dans tous les cas, on est loin de ce qu'on est en droit d'attendre de ce joueur-là. Mais là où je suis un peu moins sévère, c'est que j'ai l'impression, et je l'ai dit plusieurs fois cette saison, que l'état d'esprit est quand même un peu plus là cette année qu'en fin de saison dernière. Puisque finalement, les prestats ont commencé à baisser à partir de, je sais pas, décembre, janvier l'an passé, hein, et qu'on est Ouais, quand il y a eu les depuis, rumeurs. voilà, et que depuis, on est quand même globalement sur de la déception, à peut-être un ou deux matchs près. Mais je trouve que dans l'état d'esprit, et ça, j'insiste vraiment sur ça, on est vraiment sur quelque chose de différent en fait. Il y a qu'à voir comme il est content quand ses coéquipiers marquent, etc. Je vous invite, pardon, à revoir les matchs de fin de saison dernière. Il était vraiment dans un mood, pas dépressif, on va pas exagérer, mais tu sentais qu'il n'était pas heureux. J'ai l'impression de revoir, moi, de la joie de jouer, en fait. Et pour moi, c'est un point qui est, pour ce type de joueur-là, qui est très important et que ça peut l'aider aussi à retrouver toutes ses capacités. En tout cas, on le souhaite, hein, parce que le jour où on aura un Bamba à 100%, un Bansbaï à Ah 100%, un bah, Joseph à 100%, tout ce qu'on dit là, on est critique. Hein, le GF38 est troisième de Ligue 2, Kev. Hein, donc, avec tous les points négatifs, c'est presque prometteur finalement pour la suite de la saison. On sent qu'il y a encore des axes d'amélioration en fait dans cette équipe, collectivement et individuellement. Et c'est fou de se dire ça alors que tu es troisième de Ligue 2 après un super début de championnat. C'est fou, mais ouais, mais parce c'est qu'il y a un potentiel. Au final, ouais. l'effectif, il faut se le dire, l'effectif a été quand même très très bien monté. On a des doublures sur chaque poste, on a des joueurs à potentiel, on a aussi des vieux briscards. Enfin, on a un effectif qui est plutôt très très bien monté. Maintenant, très bien construit, pardon. Maintenant, voilà, il y a certains joueurs qui arrivent pas à faire la plénitude de leur potentiel et à s'exprimer complètement. Mais voilà, comme tu dis, imagine si c'était le cas, quoi. Alors après, on aurait d'autres problèmes, parce que si tout le monde est à 100% devant, c'est un peu plus problématique parce que tu peux pas faire jouer tout le monde. Mais on a un potentiel, en tout cas offensif sur le papier, vu que tu parles beaucoup de potentiel, on va parler de potentiel, qui est super impressionnant pour de la Ligue 2, on va pas se le cacher. On va Maintenant, il y a faire quelques prestats qui sont pas aboutis comme elles devraient l'être. on va faire un peu de HS, puisque bah, je trouve que c'est intéressant. Jusqu'à quand on peut être patient avec ce genre de joueur-là? Est-ce qu'on peut être patient Ah, longtemps Bamba, il finalement part en parce qu'il a... janvier. D'accord. Pour toi, la patience a atteint sa limite du coup de ce qu'on peut attendre de ce joueur-là. Bah, même pour lui, je pense, enfin, je pense très honnêtement que lui a envie de partir, même Mmh. si effectivement, peut-être qu'il est impliqué, peut-être qu'il a des amis dans le vestiaire, peut-être que voilà, il est content d'être là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a perdu une place de titulaire. Lui, je pense que pour sa carrière, il a envie de retrouver une place de titulaire. Et puis, je pense qu'il arrive en bout de course. Il nous a sauvé de la descente. Il nous a fait très, très, très bonnes choses en début de saison passée. Peut-être que voilà, ça aurait été le moment de le vendre au mois de janvier l'année dernière à Bordeaux. Peut-être qu'on a raté le coche, mais ça, on pourra jamais le dire. Mais après, s'il va à Bordeaux, peut-être qu'il met 10 buts et on le regrette. Donc voilà, on peut jamais parler du passé. Mais pour moi, ouais, on arrive vraiment à une fin de cycle Bamba au GF38. Maintenant, il faut bien préparer la suite, bien le remplacer. Mais je pense qu'il y a de grandes chances pour qu'il parte en janvier. Alors je sais pas s'il partira en janvier ou si on va quand même tenter de conserver tout le monde vu la bonne saison jusque-là, mais je te rejoins globalement sur ta pensée et sur ta réflexion. Je pense qu'on arrivait en fin de cycle effectivement et que même s'il venait à faire une super, demi-saison, de janvier à juin prochain en mettant ses 10 buts avec Grenoble, je pense que la fin de cycle serait là dans tous les cas en fait. Donc mais je pense que la suite est bien préparée, hein, de toute façon Kevin, bon on verra si Jarjou peut être une suite. On sait aussi qu'Eddie Sylvestre peut jouer à ce poste-là s'il y a besoin Ouais. et qu'aujourd'hui le milieu de terrain est aussi bien blindé, donc il va peut-être falloir lui trouver aussi un peu de temps de jeu ailleurs. Donc je me fais pas de soucis, même s'il devait partir en janvier, sur la capacité à trouver des solutions en tout cas de rechange dans la rotation. Kev, juste une dernière stat avant de passer sur les CPA. Comme j'étais sur les stats du coup pour Bamba et Thio, j'ai vu les stats de centre pour illustrer un tout petit peu nos propos de tout à l'heure. Donc déjà Mendy et Paquet sont les deux Grenoblois à avoir touché le plus de ballons du match avec 99 chacun, ce qui est pas mal.
mal. Touraine est régulièrement le Grenoblois qui touche le plus de ballons et ça lui arrive des fois d'en toucher 120 ou 130, hein, donc on est sur des latéraux qui touchent beaucoup de ballons. Donc ils ont un peu participé, voire beaucoup participé au jeu de leur équipe. Par contre, Ariel Mendy, c'est 0 centre réussi sur 7 tentés et Gaëtan Paquez, c'est 0 centre réussi sur 2 tentés. Donc ça illustre tout à fait ce que tu disais tout à l'heure Mendy, c'est déjà. terrible. Voilà Paquez qui tente moins déjà de base que Mendy et ensuite il y en a pas un qui passe. Après centre réussi, c'est quand un Grenoblois arrive à toucher le ballon. Donc là ça veut dire concrètement, c'est pas forcément 7 ratés parce qu'ils ont terminé en tribune, c'est 7 centres qui n'ont pas trouvé preneur en fait. Mais ça reste quand même une mauvaise stat, sachant qu'on a aussi dit tout à l'heure qu'il y avait plus de Grenoblois et de solutions dans la surface. Donc c'est dommageable. Mais en tout cas, voilà, ça illustre ce que tu disais à la fois sur l'échec en termes de centre et sur le fait que Gaëtan Paquez, on le voit assez peu tenter de centre finalement, malgré le nombre de ballons touchés. On passe à la suite, Kev, du coup. Ouais, Des choses qui sont plutôt réussies, là pour le coup. Alors, les coups de pied arrêtés et plus précisément les corners. J'aurais pu rajouter un point d'exclamation, un point d'interrogation, pardon, sur nouvelle arme fatale. En tout cas, c'est nouveau, ça c'est sûr, puisque sur les 2 derniers matchs, on a quand même marqué 3 fois sur corner. Sachant que sur les 14 premiers, on n'avait marqué qu'une fois sur corner, donc c'est assez flagrant. Et puis tu le disais sur Postolaki, c'est des buts qui nous rapportent des points. Alors tu disais 6, ça fait 4 parce qu'il y avait des matchs nuls oui, juste avant, oui, donc pardon. mais ça rapporte dans tous les cas beaucoup de points. Niveau stats, si tu veux, Kev, pour justement, comme on parlait des nombres de buts, il y a eu 0 but sur coup franc en direct depuis le début du championnat. Après ça, on sait que c'est pas forcément un point fort du GF38 ces dernières saisons. L'an passé, il y en avait peut-être eu un ou deux de mémoire, dont un de Benet, c'est Jess, sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Sur coup franc indirect, il y a eu qu'un but, mais c'est le but de Civis contre son camp pour Guingamp. Donc est-ce qu'on le ouais. comptabilise vraiment dans le coup de pied arrêté bien tiré ou pas, comme c'est un Guingampais qui le met de façon fort belle d'ailleurs dans ses propres filets. Et les corners, il y en a eu 4, donc je le disais il y a quelques instants, ce qui est pas trop mal, c'est moins bien que Laval ou que Valenciennes par exemple, et c'est surtout qu'il y en a eu 3 dans les 2 dernières journées en fait, donc ça s'est accéléré là d'une manière incroyable. Et pour les buteurs, pour être précis, c'est Diarra contre QRM qui marque de la cuisse. C'est Postolaki à Amiens, bien évidemment. C'est Diarra contre Rodez et c'est Postolaki contre Rodez. Voilà, donc qu'est-ce que tu as pensé, toi? Bon, que du bien, j'imagine, des talents Ouais. de coup de pied arrêtés de Jessie Benet. Mais ce qui m'intéresse peut-être un peu plus, Kev, c'est pourquoi depuis 2 matchs, en fait, ça réussit. Si tu as la réponse, bien sûr. Alors ça, j'ai pas forcément la réponse. Maintenant, quand tu dis que c'est nouveau, j'ai envie de dire oui et non. Oui, c'est nouveau parce que on galère quand même, je pense, depuis que c'est VH. Par contre, non, parce qu'on a été très très bon là-dessus sous PH, sous Philippe Berger, avec notamment, je crois que c'était l'entraîneur des gardiens, Arnaud Gentil, qui faisait Tout à le fait. travail sur de vidéos de coups de pied arrêtés. Arnaud Gentil est toujours là. Je ne sais pas encore si c'est lui qui s'occupe de ça ou si ça a changé, C'est tout à mais je fait nous lui qui trouvais s'occupe. très, Ouais, pardon, c'est tout à fait lui voilà. qui s'en occupe et d'ailleurs il a été félicité par son entraîneur samedi en conf de presse, voilà, qui a souligné que le travail était super bien fait. Et si je me permets juste de compléter ce que tu dis, parce que je voulais aussi en venir au côté nouveau, oui et non. Moi, j'ai trouvé en début de saison que les coups de pied arrêtés étaient plutôt bien tirés. Par contre, il y avait soit manque de réussite, soit manque de réalisation. Mais alors, mon frère, il aurait dû marquer ses 3 ou 4 buts déjà. Une fois, c'est le poteau, une fois, c'est le gardien. Mais c'est pas forcément mal tiré en fait. Je suis d'accord qu'il y en a un certain nombre qui ont été mal tirés. Mais je trouve aussi qu'en termes de réussite, on n'a pas forcément eu on ne devait pas être à 1 en fait sur les 14 premières journées. Tu peux être à 2, 3, 4. Voilà, ça tempère aussi un tout petit peu ce côté nouveau pour moi. Je te laisse poursuivre, hein. Ouais, donc pour moi, voilà, on a toujours eu un peu cette qualité. On a eu des combinaisons aussi très très sympas sur coup franc, sur corner. Donc je trouve que moi, le travail sur coup de pied arrêté est très bien fait. Maintenant, comme tu as dit, il y a eu du manque de réussite et il y a eu aussi à certains moments pas les bons réceptionneurs, quoi. Tonton Nestor nous faisait énormément de bien aussi quand Oui. il était là parce qu'il a mis un nombre de buts incalculable sur coup de pied arrêté. Mon frère, on sait que c'est pas quelqu'un qui marque beaucoup, pourtant il a eu des occasions, mais ça va venir. Diarra, par contre, j'ai mémoire aussi 1 ou 2 buts la saison dernière. Là, il est déjà à 2 cette saison. Donc, c'est quelqu'un qui peut nous apporter beaucoup là-dessus. Posto, bien évidemment, de par son envergure, peut nous apporter. Joseph, on a vu qu'il a du jump. Donc, on a des joueurs de tête, on a des joueurs qui peuvent maintenant marquer des buts sur corner. Donc, moi, je suis très content en tout cas que ça revienne parce que, on le sait, hein, ça fait partie des armes du football moderne et les coups de pied arrêtés. Donc, c'est super important, bien sûr, de marquer et de gagner des matchs grâce à ça.
On a en plus de ça, comme tu l'as dit, des très très bons tireurs de coups de pied arrêtés, que ce soit Jesse Benet bien sûr, que ce soit Théo Valls maintenant, ou même Amin Zbaï, Oui. que je sais très bon dans cet exercice-là. Il en a tiré Donc voilà, quelques-uns samedi d'ailleurs à Minsby. Je voulais y venir aussi, mais ouais, merci de le préciser. il n'y a pas de souci. Mais donc on a des armes, on a des armes. Moi je pense que peut être une arme létale hein, de toute façon pour gagner des matchs comme on l'a vu sur des matchs fermés. Donc voilà, c'est pour moi, non, c'est pas forcément nouveau, c'est un retour, j'ai envie de dire, et une très très bonne nouvelle, le retour des coups de pied arrêtés réussis au GF38. Voilà, il faut que ça continue, que ça perdure maintenant. Alors bien sûr, il faut pas jouer que là-dessus et espérer des coups francs ou des corners pour gagner les matchs. Il faut bien sûr garder une qualité de jeu et savoir marquer dans le jeu aussi. Mais voilà, très très bonne chose que ce retour des coups de pied arrêtés réussis. En partant en termes de nouveautés, moi je voudrais parler de 2 choses. Déjà la petite nouveauté, bah, c'est qu'on a des attaquants qui marquent sur coup de pied arrêté, parce que j'ai l'impression que l'année dernière, tu parlais de Tonton Nestor, mais qu'à part les défenseurs et parfois Bambok, les attaquants, étaient jamais en capacité de mettre des buts, sur corner. J'ai pas souvenir en tout cas qu'on en ait marqué beaucoup ces dernières saisons, grâce à nos attaquants. Là on a Postolaki effectivement qui vient d'en mettre 2. Tu as souligné le très bon jeu de tête de Joseph. Je trouve que Meissaba peut avoir un bon jeu de tête aussi. Alors, c'est peut-être pas la qualité première qu'on voit, mais je pense que ça peut faire le taf à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que les autres attaquants qu'on a, c'est plus du format de poche et je vois mal Bamba ou Sbaï venir mettre un but de la tête sur un coup de pied arrêté. Sait-on jamais, hein, Rigaud, on a marqué un, cet été en préparation de la tête. Après, il a avoué que c'était, je crois, le premier peut-être but de la Le tête qu'il seul. mettait. Voilà. Donc, on va peut-être pas en attendre d'autres, mais bon, voilà, en tout cas, des joueurs sont en capacité. Mais je trouve que le côté attaquant qui met de la tête, qui marque de la tête, par contre, c'est enfin de la tête, qui marque sur coup de pied arrêté, parce qu'on va y revenir. Il n'y a pas que des buts de la tête, ça peut être une vraie plus-value. Tu l'as dit aussi, l'absence de Nestor, forcément. J'adore Adrien Monfré, mais voilà, c'est presque une blague avec lui. Il va toucher 10 fois la barre dans la saison, mais il mettra pas de but. Nestor avait un sens du but comme assez exceptionnel, et bah forcément, c'est quand même une arme de moins aujourd'hui quand il joue pas. Donc ça explique aussi peut-être pourquoi il y a eu un tout petit peu moins de buts depuis le début de la saison sur Plutôt bien CP1. remplacé par Diarra quand même. Oui, oui, je trouve qu'il y a un vrai bon jeu aérien. Et justement, j'allais y venir sur Diarra et sur Postolaki. Pour moi, la nouveauté par rapport au début de saison, on parlait de Postolaki et du fait de plus jouer avec son corps et d'agressivité. Je nous trouve plus agressif aussi en fait sur ces situations-là. Et je trouve que l'agressivité, si le corner est bien tiré dans la bonne zone, c'est le mec qui aura le plus d'agressivité entre le défenseur et l'attaquant qui va le prendre. Il y a tellement de monde en fait sur ces zones-là au final que c'est compliqué de se démarquer. Même si on a vu que Diarra s'était super bien démarqué sur le premier but samedi dernier. Mais je pense que l'agressivité, ça fait beaucoup. Et aussi bien la tête de Diarra que les 2 buts de Postolaki, tu as l'impression que les mecs, ils s'arrachent, quoi. La tête de Posto contre Amiens, il se déchire le gonze. Et là, pareil, en 2 temps, il se retourne, etc. Et je trouve que ça fait une vraie différence, en fait, d'être agressif dans ces zones-là du terrain. Agressif dans le bon sens du terme, hein, bien évidemment. Et j'ai le sentiment que c'était pas forcément toujours le cas sur le début de la saison. On était plus un peu pas dans l'attente, tu vois, mais que si le ballon arrivait dans la bonne zone, le réceptionneur, lui, était pas forcément dans l'état d'esprit qu'il faut parfois montrer pour aller chercher quelque chose, quoi. Et Je suis d'accord. le visage de Postolaki après ces 2 buts, bah, tu vois, il y a une espèce de hargne, pareil au sens Ouais. positif du terme, mais qui pour moi contribue aussi aujourd'hui à faire un tout petit peu la différence dans ce registre-là. Ça, pour moi, c'est une petite nouveauté aussi qui explique peut-être un peu plus grande réussite des derniers matchs, hein. On Je suis totalement en phase avec ce que tu dis. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, il faut que Posto emmagasine là-dessus et ait sa chance en tant que titulaire à nouveau pour nous montrer maintenant ce qui vaut plus que sur 15 minutes après le début de saison compliqué qu'il a eu, quoi. Et on parle de CPA offensif. Après, les CPA défensifs, est-ce que ça, c'est un petit point amélioré? On a vu qu'on a pris un but contre Rodez dans ce registre-là. J'ai pas le Ouais. sentiment qu'on soit souvent mis en difficulté dans ce registre-là. Par contre, bah, il y a forcément encore des progrès à faire. Tu l'as dit un tout petit peu tout à l'heure, le marquage aurait pu être meilleur là contre Rodez sur l'égalisation d'Arconte. Ouais, ouais, mais ça fait plusieurs semaines hein, que le marquage est un peu laxiste ou même je trouve qu'on sort beaucoup moins vite sur les joueurs quand ils sont à 25-30 mètres, qu'on peut prendre des frappes de loin. Je trouve que ça jaillit beaucoup moins vite. Donc, ouais, je sais pas si c'est un peu de fatigue ou quoi. Bon, il y a eu la trêve internationale quand même aujourd'hui, donc je sais pas. Je nous trouvais beaucoup plus agressifs dans le bon sens du terme en début de saison défensivement, en tout cas, qu'aujourd'hui où je nous trouve souvent soit en retard, soit avec un marquage un peu plus laxiste. Voilà, comme je te dis, donc
Je sais pas. J'ai pas trop de réponses en fait à ça. Comment on a pu passer d'une défense qui prend 0 but en je ne sais plus combien de matchs, 7 ou 8 matchs, à la défense qu'on a aujourd'hui où on prend minimum un but depuis 5-6 matchs maintenant, ça ne s'arrête plus. Donc, ouais, il y a forcément des explications, mais moi je ne les ai pas. C'est dommage en tout cas d'en être arrivé là. Bah, sachant que si tu les avais et que si n'importe qui les avait, ça serait très simple de faire entraîneur de foot, hein. Donc c'est sûrement Voilà. plusieurs facteurs derrière et des choses que tu maîtrises pas forcément. Peut-être qu'il y a aussi ce côté, tant qu'on était à 0 but encaissé, qu'il y avait ce petit surplus d'énergie, tu vois, pour rester à 0 but. Là, j'ai en tête pareil Ouais. des retours défensifs de Paquez qui tacle comme un malade, tu vois, mais cette volonté de retarder le premier but encaissé et que maintenant que tu l'as pris, bah il y a plus le petit record au bout et peut-être que le 5% de supplémentaire au-delà des 100%, bah tu le mets pas forcément à chaque fois. Après, je dis ça, mais comme je l'ai dit, les 10 premières minutes m'ont rassuré justement sur le regain d'agressivité qu'on pouvait montrer. Maintenant, il va falloir le faire sur un peu plus que les 10 premières minutes du match. Donc là, Ouais, mais on c'était va. toute l'équipe sur les 10 premières minutes. Oui, C'était vraiment toute l'équipe qui avait l'envie d'aller vers l'avant. Moi, je voyais voilà, les milieux de terrain, les offensifs qui pressaient haut, etc. C'était pas forcément la défense. Là, moi, quand je parle vraiment, d'accord. c'est au niveau défensif. D'accord, qui Mais manque ouais, sur donc, les défenseurs, ouais. d'accord. Moi, j'englobais plus ça effectivement sur le collectif, hein. On parlait des prochains matchs, Kev. Bah, ça va être notre dernière thématique du jour pour ce podcast GF38. J'ai mis, je sais pas si tu le vois, bah forcément non, puisqu'on est en direct. J'ai mis le classement en fait en même temps pour qu'on puisse Bon, mais illustrer je un le tout petit connais. peu Oui, bon, bah, ça va alors. Au moins le haut du classement, tu le maîtrises bien. Ouais. Pour qu'on puisse un peu plus visualiser l'intérêt de ce dernier point. Donc j'ai appelé ça Laval et Angers, un si gros tournant. Je vais expliquer pourquoi je pose ça sous forme interrogatif avant que tu me dises ce que tu en penses. Un petit mot sur le classement. Donc malheureusement, les deux premiers ont gagné ce week-end. Enfin malheureusement pour Grenoble en tout cas. Laval a battu, c'était quoi, Dunkerque, si je te ne dis pas de bêtises, est allé gagner à Dunkerque et donc à 32 points et en tête du classement. Angers hier soir a surclassé Caen 3-0. Le Caen qui est en dégringolade, c'est Ah impressionnant. ouais. Angers qui est deuxième avec 30 points, qui a pas fait beaucoup de bruit, qui en fait un peu plus quand même, c'est depuis quelques semaines, mais bah, qui tranquillement s'installe dans le haut du classement. Et après, bah, on trouve notre GF38, Kevin, troisième avec 27 points. Moins bonne différence de but par contre que les deux premiers. Laval est à 8, Angers est à 12 et Grenoble est à 5. Et par contre, Auxerre et Saint-Étienne n'ont pas gagné ce week-end, donc bah, on prend un peu de marge. En tout cas, le classement est intéressant puisque Grenoble va jouer Laval premier samedi et que Grenoble va jouer Angers deuxième mardi. Donc je te fais pas un gros dessin pour te donner l'importance. Maintenant, pourquoi est-ce que je mets ça sous forme interrogative, Kev? Parce que pour moi, c'est un tournant selon où on place le curseur. Pour deux Ouais. choses. La première et la principale, c'est quel est l'objectif aujourd'hui que toi, que moi, que Vincent Hignon, que les dirigeants du GF38 nourrissent? Si cet objectif c'est, et je peux l'entendre vu le début de saison, on a l'opportunité pardon, d'aller chercher une des deux premières places et de monter directement en Ligue 1 pour toutes les raisons positives qu'on énumère depuis le début de la saison, oui, c'est un gros tournant, clairement. Parce que tu as 5 points de Laval et que si tu venais à perdre à Laval et faire nul à Angers et que Laval gagnait ses deux matchs, tu seras à 10. Donc là, pareil, je te fais pas un dessin pour te dire que l'écart est difficile à combler. Et si au contraire tu estimes que l'objectif c'est le maintien, bon voilà, t'es hors catégorie, c'est même pas la peine de rentrer dans le débat. Mais si tu estimes que l'objectif c'est de se mêler à la lutte au top 5, bah finalement c'est pas plus rédhibitoire ces deux matchs-là que n'importe quel autre match en fait. Parce que même si tu perds à Laval et qu'ils ont 10 points d'avance, si ton objectif c'est d'être 5e, 4e, 3e ou du moins de se battre pour ça, bah il faut plus regarder derrière toi aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah t'as fait un petit trou, hein. Saint-Etienne le 6e est à 3 points, le 7e Ajaccio est à 4 points. Et du coup, bah, j'envisagerais pas ça comme un tournant en fait Je suis pas la saison. d'accord. Parce que pour moi, il y aurait que des tournants dans la saison. Quand tu vas jouer Ajaccio, Pau, Rodez, Amiens, Concarneau, Guingamp, etc., Auxerre, bah, ça sera à chaque fois des tournants. Donc pas spécialement celui-là plus qu'un autre. Et le deuxième point un peu moins important en termes de tournant, là c'est moins du sportif, mais c'est plus de l'image. Je pense que sur ces prochains jours, tu vas pouvoir t'afficher, toi GF38, comme une équipe qui est en capacité d'accéder en Ligue 1 si tu fais de bons résultats. On va plus parler de toi, les supporters à Grenoble vont se dire, enfin les supporters, le grand public à Grenoble va se dire, ah tiens, à Grenoble, ils sont allés gagner à Laval le premier, ah tiens, on est deuxième alors que la phase aller est presque terminée. Pour moi, ça sera plus un impact psychologique en termes d'image en fait que tu vas donner auprès de ton proche public qui peut venir au stade pour l'occasion. Les supporters, ils viennent au stade de toute façon, ça c'est pareil, c'est hors débat. Mais aussi en termes d'image un peu extérieure. Ça peut te permettre d'aller chercher des nouveaux partenaires, ça peut te permettre d'avoir des gros médias qui vont s'intéresser à toi et du coup, bah, d'enclencher aussi un cercle vertueux là-dedans.
Et à ce titre-là, ces 2 matchs-là, bah, forcément, c'est un tournant, parce qu'on l'a encore vu ce week-end, hein. Alors Rodez a fait un peu de monde grâce à la très bonne opération commerciale du GF, mais ça fait pas non plus un monde incroyable, alors que tu es en lutte pour être 3e, quoi. Tu vois, il manque, je pense, toujours ce petit côté grand public, en fait, un peu presque buzz en disant, «Putain, on est allé taper Angers, quoi». Tu vois, ça, je pense que ça peut avoir un impact beaucoup plus important que d'aller gagner à Amiens il y a 2 semaines de ça. Donc en ça, pour moi, ça peut être un gros tournant. Je te laisse la parole sur, bah, comment tu envisages ces 2 matchs et sur quoi tu es d'accord ou pas d'accord avec, mon point à moi. Ouais. Bah déjà sur ton deuxième point, là-dessus, je suis entièrement d'accord parce qu'on l'a vu, faut gagner des matchs à Grenoble, il faut être dans le haut du panier pour après attirer du monde. C'est le seul moyen pour moi pour attirer du public aujourd'hui à Grenoble. On a fait plusieurs choses, hein, il y a eu des offres, il y a eu des choses, ça ne prend pas. Donc je pense que la seule solution, ça serait que vers 5-6 journées de la fin, on soit encore dans le top 3 à jouer la montée, les barrages ou la montée directe. Et là, par contre, je pense qu'il y a moyen de faire des affluences assez importantes pour pouvoir remplir ce stade et pour aller au bout de nos ambitions. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, là où je suis pas d'accord, c'est quand tu dis si notre objectif c'est le top 5, bah, c'est pas forcément un tournant. Je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 saisons, je crois maintenant, quand on fait la bonne saison avec PH, il y a ce fameux match contre 3, le 3 de Laurent Batles, juste avant la trêve, où on est deuxième juste derrière eux, et si on les bat, on passe premier. Et ben, ça a été un tournant parce que on gagne ce match-là, on passe premier à la trêve et effectivement derrière ça nous met donc tout ce que on a eu un buzz en plus avec Diallo à la fin, ça nous a fait un buzz médiatique, ça nous a fait plein de choses, mais ça ne nous a pas empêché qu'à la fin, en deuxième partie de saison, on a eu une baisse de régime et on a fini ric-rac, on a eu le droit à un arrêt de Maubleu sur penalty contre Auxerre pour garder notre quatrième place, mais on a fini ric-rac pour les barrages. Excuse-moi. Donc il faut penser à tout prix à ce que ces matchs-là contre les grosses équipes, alors j'entends quand tu dis qu'il faut gagner contre QRM, Rodez, etc. Mais ça, j'ai envie de te dire, ça doit être pas obligatoire, mais ça doit être vraiment notre objectif à tous les matchs. Maintenant, ces matchs-là contre les gros du classement, c'est là où on doit se mesurer. Et je trouve que depuis le début de saison, on s'est plutôt bien mesuré. On a gagné à Saint-Étienne, même s'ils n'étaient pas prêts lors de la première journée. On a fait nul à Auxerre. Qui c'est qu'on a tapé aussi dans le haut du tableau. On a joué, voilà. On a plutôt été solide, en tout cas, depuis le début de saison. Donc pour moi, c'est un gros tournant parce que c'est là aussi qu'on va marquer réellement nos ambitions, en fait. Donc soit on arrive à avoir des bons résultats, à recoller aux 2 premières places, et comme tu le dis, là, ça peut être vraiment très intéressant pour la suite. Ou alors on marque le pas, on se fait 2 grosses défaites, ou 2 défaites en tout cas à l'extérieur à chaque fois. Et je pense que derrière, ça commence à enchaîner assez vite. Ça va nous passer devant, et effectivement, là, on va se retrouver vers la 6e, 5e place. Et après, on va se battre pour les barrages. Mais c'est un tournant de notre saison indéniablement parce que voilà, c'est là en fait qu'on va se décider, je pense en tout cas, quel est notre objectif pour la saison. Si tu as 2 bons résultats, j'en suis persuadé, minimum une victoire, un match nul sur ces 2 matchs-là, je pense que le mercato d'hiver ne sera pas le même que si tu fais 2 défaites là. Ça, j'en suis quasiment persuadé. Donc voilà, c'est vraiment super important et je pense en plus qu'on est capable de faire des résultats. Même si à Laval, il va falloir mettre 3 buts parce qu'on sait très bien que Chokunte va nous en mettre un, le fameux habituel but de Chokunte, et bien sûr la grosse côte, Jordan Tell va nous en planter un aussi, voilà, effectivement. Donc il faudra mettre 3 buts pour gagner là-bas. Mais pour moi, on est capable parce que on a su résister à des grosses équipes. On l'a vu très bien à Auxerre. Bon, quand on voit que c'est pas une grosse équipe, mais on a plutôt bien joué là-bas aussi. Donc voilà, ça, maintenant, messieurs, ça va être à vous de montrer en fait de quoi vous êtes capables, montrer les ambitions du GF38. On commence à sortir un peu la tête du sentier là en disant bah, pourquoi pas cette année, pourquoi pas est-ce qu'on n'irait pas chercher les barrages. Tout le monde s'accorde à le dire, même maintenant Vincent Ognon. Donc messieurs, bah, à vous de jouer, montrez au public grenoblois ce que vous êtes capables de faire. Allez chercher des bons résultats lors de ces 2 matchs et affichons nos ambitions réelles. Et allons-y, quoi. Et j'espère qu'il y aura 2 gros parquages aussi grenoblois pour ces matchs-là parce qu'ils vont avoir besoin d'être soutenus. Et voilà. Donc, ouais, j'attends ces matchs-là avec grande impatience, même si malheureusement j'ai eu une mauvaise nouvelle. Je vais devoir rester un peu plus tard au taf samedi. Je vais devoir le voir en différé. Je pourrai pas le voir en live, mais je les attends avec grande impatience. N'harcelez pas Kevin de messages du coup pour lui donner le score, hein. C'est le gros Le message pour, téléphone voilà. sera coupé.
Bon, Le bah téléphone ça, sera coupé. parfait. 2 choses, Kev, par rapport à ce que tu as dit, qui étaient très intéressants et je vais peut-être même un peu plus te rejoindre du coup par rapport à certains de tes arguments. La première, c'est sur les résultats du GF38 contre les équipes du premier tiers du classement cette saison, qui sont pas mauvais, hein, attention, on va tout de suite tempérer un tout petit peu. Par contre, Auxerre, bah, c'est match nul. Guingamp, c'est match nul. Saint-Étienne, tu vas gagner à la dernière minute contre une équipe voilà, qui était un peu amoindrie, etc. Cela dit, ils jouent pas mieux depuis Saint-Étienne. Hein. Pour voir régulièrement leur match, Ouais. c'est presque une fausse excuse de parler de leur gastro du début de saison, parce que c'est pas beaucoup plus flamboyant depuis. Et ils sont un peu rentrés dans le rang là, justement. Ajaccio, tu perds. Et Pau, tu perds. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as battu Saint-Étienne dans les matchs contre le top 8. C'est tout. Donc là, tu vas avoir l'occasion, effectivement, peut-être de marquer un peu plus ton territoire par rapport aux équipes en forme. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point que tu soulevais, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi par rapport à la comparaison, en fait, avec la saison où on termine quatrième je ne me rappelle plus c'est laquelle, Ouais. 2018-2019 peut-être. Enfin, vous voyez tous de laquelle on parle de toute Covid. façon. Voilà. Tu as rappelé fort justement qu'on a battu 3 au Stade des Alpes sur un match qui était très important, que je crois que derrière on renverse Auxerre dès la reprise en plus, pareil sur un match très important. Par contre, moi, il y a un truc qui m'avait agacé en fin de saison, qui m'avait beaucoup agacé en fin de saison, notamment de la part de Philippe Inchberger, c'était ce côté, c'était notamment après un match à 3, mais ça va aller aussi contre Clermont. On avait perdu le match à 3, je crois 2-1, quelque chose comme ça, après avoir pourtant Ils sont trop égalisé forts. rapidement. Voilà, c'est ça. Ils sont trop forts en fait. Clermont, ils viennent gagner au Stade des Alpes alors qu'on n'avait pas perdu jusque-là. Bah, c'est normal, ils sont trop forts. À quel Ouais. moment tu dis ça alors que tu as potentiellement un barrage à aller jouer contre ces équipes derrière en fait? À quel moment Ouais. tu dis bah ça sert à rien de toute façon parce que c'était ça hein, à 3 c'était ça sert à rien, on sait qu'on peut rien faire de toute façon quoi. Alors que tu pouvais encore à ce moment-là jouer contre 3 et Clermont en barrage. Là, c'est la même chose. Même si ton objectif c'est les barrages, Laval, Angers, à un moment donné, c'est des équipes que tu vas peut-être devoir confronter sur un match à élimination directe. Si tu commences à dire non, mais de toute façon, Angers c'est trop fort, Diony il marque tous les matchs, etc. Laval, il y a Chokunte, en plus ils prennent pas de but. Non, c'est maintenant aussi qu'il faut marquer le territoire. C'est maintenant qu'il faut montrer que, au-delà du résultat en fait, parce que peut-être que tu vas faire un super match et que tu vas faire 0-0, que tu vas perdre sur un but à la 93e, il faut montrer en fait que tu es capable de rivaliser en fait et sur ça je te rejoins, ces 2 matchs-là, ils vont être importants pour ça. Parce que même si ton objectif n'est pas forcément les 2 premières places et je pense qu'à un moment donné, tu vas pouvoir quand même te dire, bah, tu es 3 à 2 points du deuxième, pourquoi pas quoi? Va falloir te dire que ça, c'est des adversaires que tu peux retrouver un peu plus tard dans la saison. Donc enfin que tu vas retrouver sur les matchs retour déjà bien sûr, mais que tu peux retrouver surtout en barrage un peu plus tard dans la saison et ça avait vraiment été un gros regret de mon côté il y a 4 ans, quand on nous avait sorti: «Non mais bon, bah, à 3 ça sert à rien de toute façon, vous avez vu comme ils sont trop forts». Je m'étais dit: «Mais en fait, ne joue pas quoi, ne fais pas les Ouais. barrages». Les barrages, ils te servent à rien. Si c'est faire des barrages, en plus, il y avait Covid à l'époque, il n'y avait pas de supporters. Si c'est faire des barrages pour faire un match de plus dans la saison, on dit à tes joueurs qui sont en vacances, en fait, et puis voilà, quoi. Non, non, ça va être, je pense, aussi important. Et du coup, je te rejoins au final sur ton argument. Montrer la patte, je sais pas comment on pourrait dire ça, marquer le territoire, en fait, Ouais. au-delà du classement à la fin de cette semaine. Je pense que ça va être important de démontrer, en tout cas, bah, que Grenoble existe et que Grenoble existe contre n'importe quelle équipe, qui soit premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Donc après, je dirais pas gros tournant parce qu'il y aura d'autres tournants en fait, mais petits tournants peut-être dans la saison en tout cas. Ah, d'enchaîner quand même le premier et le deuxième à l'extérieur d'affilée, pour moi, c'est quand même, ça marque la saison quand même. Et il y a 2 choses que j'aimerais rajouter. La première, c'est que ça va peut-être nous désinhiber aussi d'être à l'extérieur. On n'aura pas cette pression publique avec l'obligation de gagner, etc. Peut-être il préfère un petit peu ces conditions-là où on va pouvoir peut-être jouer en contre ou voilà. Je pense que ça peut être intéressant aussi de voir comment on se comporte. Et deuxième chose, à un moment donné, quand on regarde l'effectif de Laval, je suis pas du tout méprisant ou quoi que ce soit, hein, y a rien à dire. Mais on n'a rien à envier à cette équipe-là. Alors oui, peut-être que c'est un effectif très bien construit aussi comme le nôtre, ça défend très bien, ça prend pas de but et tout, il n'y a pas de problème. Mais on n'a rien à envier à cet effectif-là. Alors quand tu me parlais de l'effectif de Clermont de 3 à l'époque, il y avait quand même des joueurs d'un autre niveau. Aujourd'hui, il faut les regarder, de toute façon, comme il faut qu'on regarde toutes les équipes de Ligue 2 les yeux dans les yeux, mais il faut vraiment les regarder les yeux dans les yeux et y aller avec l'ambition de gagner le match. Après, tu le gagnes pas, ça va être le terrain qui va parler. Mais il faut en tout cas y aller avec cette ambition-là et y aller pas du tout la peur au ventre en disant ils sont premiers, ils prennent pas de but. Non, il faut jouer notre jeu et surtout il faut pas s'adapter à l'adversaire. Pour moi, quand on s'adapte à l'adversaire, c'est qu'on est faible en fait, on se sent plus faible. On doit y aller avec nos armes, avec nos méthodes, avec notre principe de jeu
et voilà, et voir ce que ça donne et espérer rapporter des points. Mais oui, pour moi, c'est vraiment un gros tournant en tout cas, et j'ai vraiment hâte d'y être. D'autant que les derniers matchs de Laval à domicile, c'est défaite contre Saint-Étienne et c'est lourde défaite contre Concarneau. Donc d'autant moins avoir peur, on va dire, de cet adversaire-là, même s'ils ont beaucoup de qualité, hein. Moi, ça fait un moment que je dis ils vont finir par s'écrouler. Pour l'instant, ils s'écroulent absolument pas. Donc ça démontre des qualités footballistiques et des qualités mentales aussi importantes. Mais on voit aussi que personne n'est injouable dans cette Ligue 2. Alors Angers, j'ai un peu moins vu les matchs, je t'avoue, Kev. Je crois que le seul et unique que j'ai vu, c'était contre Auxerre et ils avaient perdu. C'était plutôt en début de saison. Après, Ouais. bah, je vois les noms des joueurs qui jouent et qui marquent, et je sais que c'est des mecs qui étaient déjà là l'an passé, des mecs qui ont de la qualité, hein, donc j'ai un peu plus de mal à savoir ce que ça vaut réellement par rapport aux résultats. Mais en tout cas, Laval, moi, j'ai pas de crainte spécifique. Les Grenoblois ont des arguments, et je pense qu'à Angers, ce sera pareil. Il y aura des arguments. On fera peut-être un mini brief entre Laval et Angers pour parler des éventuels turnovers. Donc, Kev, la dernière question, ça sera plus un petit prono si tu veux un peu te mouiller, ou en tout cas au-delà du prono, qu'est-ce qui serait une bonne semaine pour le GF38? Une qualification à Chambéry en coupe, voilà, ça c'est pour finir la semaine. Ouais. Ah Et oui, une belle fête avec les supporters, je pense que l'ambiance sera très très bonne au Chambéry Savoie Stadium, et ça fera toujours plaisir de croiser à Crour aussi, j'imagine, à côté bien sûr. GF38. Mais pour le championnat, qu'est-ce qui serait un bon début de semaine pour l'équipe de Vincent Ognon? En termes de points, en termes de prestations, de jeu, qu'est-ce que tu as envie, toi, quelque part, de voir ces 2 prochaines journées? Pour moi, si on prend 4 points, c'est une bonne semaine. C'est-à-dire si on est capable d'aller faire nul à Angers et gagner contre Laval, ça sera une très bonne semaine. Maintenant, si on prend 2 points, on fait 2 matchs nuls, on limite la case, j'ai envie de dire, parce que devant, ça n'avancera pas plus et on va stagner un petit peu à ce niveau-là. Ouais, vas-y. Non, non, il n'y Non? avait pas de, Ok. pas de Mais souci là-dessus. après, voilà, si on est capable au moins de gagner 1 sur 2, ça sera déjà très bien. Il faut montrer en tout cas qu'on a des ambitions, et au moins gagner 1 sur 2, pour moi, c'est essentiel pour ne pas repartir dans une spirale négative, enchaîner 2 défaites, surtout qu'après ces 2 matchs-là, on a 3 matchs à notre portée, très honnêtement. Je crois que c'est Annecy, Dunkerque et Concarneau. On a 3 matchs qui sont à notre portée juste derrière ces deux-là. Donc si tu as le bonheur de faire 2 résultats plutôt positifs, eh ben, il y a vraiment moyen d'enchaîner. Alors, je parle pas forcément de 2 victoires, mais même une victoire à nul ou quoi. Il y a moyen derrière d'enchaîner et de vraiment être dans une très bonne phase avant la trêve. Donc, ouais, pour moi, je le redis, tu parles de tournant, c'est vraiment pour moi un gros tournant, et il faut pas se rater là. Alors il y a Annecy et Concarneau, et Dunkerque c'est au retour de trêve. Donc il y aura toute la trêve au Ok, milieu, potentiellement un autre match de Coupe de France aussi si ça passe à Chambéry. Mais oui, sur le papier, les prochains matchs, effectivement. Après, le papier, Dunkerque, on avait fait 0-0 là-bas, par exemple. bien sûr, Euh, bien sûr. J'ai exactement le même point de vue que toi. 4 points, ça serait super. Voilà, c'est déjà, ça voudrait dire que tu perds pas et qu'en plus tu vas gagner un match. Alors après, j'ai pas de préférence sur lequel gagner. Peut-être à Laval parce qu'il y a un peu plus d'écart Ouais. effectivement devant. Je suis d'accord avec toi aussi déjà, le fait de ne pas perdre et en tout cas de rivaliser avec ces équipes-là, ça sera le plus important. Donc n'hésitez pas, bien sûr, vous à nous donner votre point de vue, vos envies, vos espoirs. Je pense qu'on a quand même des gens qui vont être gros tournants parce que je pense que l'appétit des supporters aujourd'hui, c'est un peu moins le top 5 et un peu plus le top 2, ce que je comprends totalement, hein. Il suffit de regarder le classement, ce serait bête de se dire, c'est peut-être, tu vois, il y a un petit côté, c'est l'année ou jamais en fait. Moi, je reste un peu prudent, voilà, parce que je sais que le foot, ça va vite. On l'a vu l'an passé encore Déjà, en allons début de chercher le top saison. 5 déjà, ça sera déjà bien. Voilà. Mais je peux entendre que certains se disent, voilà, il y a un coup à faire cette année, et si tu vas, pourquoi pas même gagner les 2 matchs, hein. J'ai vu, je crois que c'est l'ami Hard sur le Discord qui disait, si on gagne les 2 prochains matchs, on est premier après avoir joué Laval-Angers. Faudrait que Laval perde le deuxième aussi derrière pour ça, mais pourquoi pas, effectivement. Là, par contre, si on est premier la semaine prochaine, je pense que les objectifs et les ambitions de tout le monde vont être un tout petit peu rehaussés, même si j'ai pas de doute qu'au GF38, on saura calmer tout de suite les éventuelles Alors, questions sur l'ambition du ah, club. attention quand même, on connaît les supporters grenoblois, on connaît les supporters de foot en général, moi y compris. Même si on gagne les deux prochains matchs, il va pas non plus falloir s'emballer excessivement à dire ça y est, on est en Ligue 1 ou quoi que ce soit. Non, Non, on mais connaît le rêver, voilà, Grenoble. c'est le Ouais, oui, plaisir mais aussi de se mettre à rêver, etc. Après, ça peut entraîner des déceptions derrière, hein, bien sûr, mais le à petit plaisir, Grenoble, il on est là. rêve. À Grenoble, on rêve et on retombe très généralement assez rapidement. Donc, il faut quand même garder les pieds sur terre. La saison, elle est très longue. Il faut éviter les blessures. Il faut éviter beaucoup de choses.
Voilà, on est dans une saison où on peut avoir de l'ambition, ça, il n'y a pas de souci. Mais je vais dire la phrase bateau, mais jouons les matchs les uns après les autres, sans se prendre la tête, et on verra où est-ce que ça va nous mener. Bien sûr qu'il faut avoir de l'ambition, bien sûr qu'on peut rêver, mais attention à la chute parce qu'elle peut être aussi très 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 lourde. Pour conclure, Kev, on peut tout simplement rappeler que même après le match d'Angers, on n'aura toujours pas fait la moitié de la saison. En fait, la phase aller sera toujours pas Absolument. finie. Donc, on n'a pas fait la moitié du chemin encore. J'ai l'impression que cette saison, elle est énorme parce qu'il se passe des choses quasiment positives ou négatives d'ailleurs à chaque journée. Mais on est très, 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 très loin de la fin encore. Merci beaucoup, en tout cas, Kev. Bah, bon courage pour pas te faire spoiler samedi prochain. Je sais pas à quelle heure tu pourras regarder, regarder tout ça. Je t'enverrai pas de message T'inquiète, comme maintenant j'ai d'habitude. l'habitude. Oui, j'imagine, mais bon, c'est toujours frustrant de se dire que ton équipe comme ça joue chez le leader en plus, tu vois, c'est pas n'importe quel match et de devoir patienter jusqu'à 11 h, minuit, 1 h du mat. Ça va que tu ne vis pas Non, en non, plein milieu non, du foot. 21h, 21h, ça va. Ah bon, bah ça va, 21 h, effectivement, c'est pas si tardif que ça. À peine le match fini, tu pourras l'entamer en fait. Je t'enverrai un Voilà, c'est message vers ça. 23 h 30 du coup pour C'est soit bon, pour il n'y a très, pas de souci. voilà, soit pour être très positif, soit pour te demander ce que tu as pensé des gros ratés grenoblois. On verra. J'espère que ce sera la première option. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je le répète encore une fois, mais n'hésitez pas à poser vos questions, intervenir, donner votre avis. Le but premier de ce podcast, pardon, c'est d'échanger. D'ailleurs, qu'on sera peut-être sur X, Kev, le prochain coup pour essayer d'avoir un peu plus encore d'interaction des gens. Si tu es disponible, bien évidemment, mais ça pourrait être sympa la semaine prochaine après les deux grosses journées. En tout Ouais. cas, bah, on se donne rendez-vous très vite dans tous les cas et allez Grenoble! Allez, Grenoble, Forza, et gros match samedi, il faut le gagner. À tout bientôt. Ciao, ciao!